Bonsoir à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Tenue donc de la 9e séance du Conseil des ministres, présidée par le président de la République au palais présidentiel. Et au Sri Lanka, le bilan s'alourdit au Colombo suite aux nombreux attentats d'hier. Bonsoir à tous. Sous la présidence du chef d'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue ce lundi la 9e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. La première question concernait un projet de loi portant sur un régime juridique de l'établissement public administratif. Question également concernant un projet de loi portant sur un régime juridique des entreprises publiques. Et la troisième question relative à un projet de décret fixant les modalités de répartition de la durée du travail et l'amplitude maximale journalière. Suivant les explications ou le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce lundi 22 avril 2019. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question, c'est une communication faite par le ministre de l'Économie et des Finances au Conseil et qui concerne la mission qu'il a conduite à l'Assemblée de printemps des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. La secrétaire d'État aux affaires sociales, la ministre déléguée au logement et le ministre du budget ainsi que le ministre de l'Agriculture faisaient partie de cette délégation. Les entretiens avec ces institutions ont permis de dégager une convergence de vues sur le chiffre de la dette par rapport au PIB. En prenant en compte la valeur ajoutée de la zone franche et des ports, le FMI a pu réviser le taux d'endettement de Djibouti à moins de 79% du PIB. Les efforts déployés par le gouvernement en matière de mise en œuvre des réformes de la politique économique, la discipline exigée par le Currency Board que notre pays a mis en place et toutes les initiatives engagées en direction de la diversification de l'économie ont permis d'aboutir à ce résultat. La délégation djiboutienne a également participé au forum sur le capital humain. La secrétaire d'État aux affaires sociales a eu l'occasion d'exposer les réalisations de notre pays en termes de développement humain et de lutte contre la pauvreté. Le logement et l'ingénierie sociale a fait l'objet d'une présentation également de la politique du logement de notre pays. Notre pays a en outre adhéré à la convention du CERDI, qui est un cadre institutionnel et juridique pour le règlement des conflits ou des différends relatifs aux investissements étrangers. La délégation à Washington a également procédé à la signature d'un accord de financement d'un centre d'excellence à hauteur de 2,5 milliards de nos francs en matière d'enseignement supérieur. La deuxième question concernait donc un projet de loi portant un régime juridique des établissements publics administratifs. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la réforme des instruments de politique économique publique. Les rapports effectués ces dernières années sur la situation des établissements publics et qui sont des outils censés améliorer l'exécution des missions de service public auparavant, assurées par l'administration centrale, ont mis en exergue l'existence d'un certain nombre de dysfonctionnements et abus qui ont amené le gouvernement à réfléchir sur la restructuration de ces établissements. Ainsi, ce processus de restructuration des établissements publics a été initié pour réviser le cadre juridique institutionnel et économique afin de permettre à ces entités d'assurer leur mission de manière plus efficace et d'assainir la situation financière en atteignant notamment le poids de ces structures sur le budget national. Avant de matérialiser la réorganisation de l'administration de certains établissements publics comme prévu par le décret numéro 2019-022 présidence du ministère de l'Économie et des Finances du 31 janvier 2019, il s'avère nécessaire de procéder en vue de réviser le cadre juridique régissant ces structures et notamment la loi numéro 2 en 1998 de la 4e législature du 21 janvier 1998 ainsi que la loi numéro 149 en 2006, 5e législature du 8 août 2006 relative aux établissements publics d'enseignement et de recherche. Le projet de loi institue donc plusieurs catégories d'établissements au sein desquels seront regroupées les entités aux missions connexes et ou complémentaires, qui relèveront d'un régime juridique commun, défini dans le cadre d'un texte réglementaire. Par ailleurs, le présent projet de loi comble une lacune
du cadre juridique symbolisé par l'absence d'un régime régissant les établissements publics locaux, c'est-à-dire les structures relevant des collectivités territoriales et chargées de l'exercice en relation avec les compétences transférées par l'État à ces dernières, afin de limiter les créations intempestives d'établissements publics et de renforcer la cohérence de l'action de ces entités issues de la décentralisation fonctionnelle. Le projet de loi procède à une clarification et un encadrement du processus de création des établissements publics. Ce projet de loi actualise les dispositions relatives à la tutelle, au contrôle et au suivi de la gestion des établissements publics et donne un délai transitoire jusqu'au 31 décembre 2019 au ministère concerné pour qu'il procède à la mise en conformité des structures qui leur sont rattachées. Et le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur un projet de décret accordant dérogation pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis donc de moins de 18 ans. La cinquième question concernait un projet de décret nomination donc du conseil technique du Premier ministre Souleymane Meïr Ali, nommé donc conseiller technique. Réécoutons les explications du porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet de loi portant régime juridique des entreprises publiques. Le présent texte s'insère dans le contexte plus large de réforme des instruments de politique économique publique. Après l'adoption du Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques en 2016, il est nécessaire de prévoir un régime juridique complet pour les entreprises publiques. Le cadre juridique précédent, issu de la loi numéro 12 en 1998 de la 4e législature, du 11 mars 1998, portant réforme des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial, doit laisser place à un texte qui reflète mieux la composition du secteur public économique djiboutien. Le présent texte vise donc à prévoir des règles générales de création et de fonctionnement pour certains des offices, établissements publics et sociétés ou entreprises nationales, prévues par la Constitution. La présente loi prévoit des règles pour les entités donc suivantes: les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'État, les sociétés d'économie mixte, les sociétés à participation publique minoritaire, les sociétés d'économie mixte, PPP, et le présent projet de loi donc devrait apporter les clarifications et les règles nécessaires au bon fonctionnement de ces instruments de politique publique. Il permet à l'autorité publique de choisir le meilleur véhicule pour la réalisation du projet qu'elle envisage. Le présent texte abroge les textes antérieurs contraires. La quatrième question est relative à un projet de décret fixant les modalités de répartition de la durée du travail et l'amplitude maximale journalière. La durée légale du travail est fixée à 48 heures par semaine, conformément à l'article 84, alinéa 1 de la loi numéro 133 en 2005, 5e législature du 26 janvier 2006, portant Code du travail. Le projet de décret a pour finalité d'instituer un aménagement de la durée légale du travail de 48 heures dans les entreprises des différentes branches d'activité du secteur privé, sans pour autant compromettre un repos journalier consécutif de 12 heures. La cinquième question est relative à un projet de décret accordant dérogation pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans. Le présent décret a pour objectif principal de prévoir des dérogations à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Le présent texte apporte également des dérogations à ce principe d'interdiction de manière à ne pas porter atteinte à leur droit à un repos journalier de 12 heures et à un repos compensateur. Il a pour finalité d'apporter des mesures visant à garantir la sécurité et la santé de ces jeunes travailleurs. La septième question concerne un projet de décret portant nomination de conseil technique. Monsieur Souleymane Meïr Ali est nommé conseiller technique auprès du Premier ministre et Madame Al-Khair Ali Hassan est nommée, elle, conseillère technique auprès du ministre de l'Intérieur. Enfin, la huitième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Cette parcelle de terrain, d'une superficie de 852 mètres carrés, 6 au PK12, est destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée Fatimat al-Zahra.
Toujours en nouvelle nationale, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs, notamment l'Inde, le Vietnam et l'Australie, auprès de la République de Djibouti. En premier, le nouvel ambassadeur de l'Inde auprès de la République de Djibouti, Ashok Kumar, a remis ses lettres de créance au président de la République. And honor to present to Your Excellency the letter of credence sent by His Excellency the President of India, Shri Ramnath Kovind, accrediting me as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the Republic of Djibouti. On this august occasion, I take this opportunity to convey to Your Excellency and through you to the friendly people of your great country the cordial greetings and warm wishes of the President and the people of the Republic of India. This is indeed a historic occasion for India-Djibouti bilateral relationship and a matter of privilege for me to serve as the first resident ambassador of India to Djibouti. I sincerely thank Your Excellency and the Government of the Republic of Djibouti for assenting to host a resident diplomatic mission of India in your beautiful country and giving me a rare opportunity for presentation of letter of credence within 24 hours of my arrival in the Republic of Djibouti. Que les relations confiantes qui unissent donc les deux pays est marquée par un même attachement au principe et à la primauté des Nations Unies pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Par la suite, ce fut au tour de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Tran Tan Quang, de remettre donc ces lettres de créance au président de la République. Le nouvel ambassadeur du Vietnam donc auprès de la République de Djibouti, Tran Tan Quang, a dans son allocution remercié donc le président de la République pour son accueil chaleureux et l'hospitalité. Excellency, the highest President, I have the honor to presenting you the credential letter by our President of the Socialist Republic of Vietnam. And grant me as Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to Republic of Djibouti. Vietnamien, le président de la République a souhaité la bienvenue donc aux diplomates vietnamiens à Djibouti et le chef de l'État donc est revenu sur l'attachement de ces deux pays au principe de la sécurité internationale ainsi que sur des positions communes sur un nombre important de dossiers internationaux. Et enfin, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Australie, Peter Leo Doyle. Et dans son allocution, le nouveau diplomate australien a indiqué qu'il œuvrerait donc toujours pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. It's a great pleasure to call on you this afternoon and to present my letters of credential and the letters of recall of my predecessor. Thank you very much for receiving me. Dans l'actualité également, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat de Djibouti a abrité hier une conférence débat axée sur l'espace économique et la création d'entreprises en République de Djibouti et ce en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, ainsi que du président de l'ONG DER, donc Mahmoud Ahmed. Cette rencontre riche en informations a été organisée par le Djibouti Espace de réflexion et d'échange. Une ONG donc nationale créée par un groupe d'intellectuels djiboutiens qui désire donc servir une plateforme entre les décideurs politiques, les intellectuels et la société civile. Et durant cette conférence de 2 jours, des représentants des organismes étatiques, des experts en économie, des entrepreneurs et des jeunes étudiants de l'université de Djibouti se sont retrouvés afin de mieux comprendre les potentialités et les défis de l'entrepreneuriat dans notre pays. Les débats ont porté sur des thèmes choisis pour cette journée comme les caractéristiques de notre économie, les politiques et les stratégies nationales pour la promotion de l'entrepreneuriat.
Aujourd'hui, on parlait de l'entrepreneuriat et ce sont les structures à la promotion de l'entrepreneuriat qu'on a amenées ensemble pour qu'ils puissent échanger, discuter, pour avoir des canaux qui représentent vraiment l'entrepreneuriat et qui encouragent l'entrepreneuriat. L'intervention, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a qualifié cette conférence de très bénéfique. On l'écoute. Nous pensons désormais qu'il est important d'avoir des rencontres régulières avec différents types de jeunes, de différentes catégories, et faire en sorte à ce que tous les services de l'État expliquent qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse, pour l'entrepreneuriat, pour le jeune dans le secteur privé, mais également comprendre quels sont leurs soucis, quels sont leurs questionnements. Et jour après jour, on se rend compte qu'il y a toujours des merveilles qu'on découvre, des jeunes extrêmement brillants, certains qui ont des idées bien plus avancées que nous. Et d'autres viennent avec des solutions, pas seulement avec des questions. Aujourd'hui, quelqu'un était en train de proposer un modèle pour voir dans quelle mesure nous pouvons lier entre les jeunes entrepreneurs et les entreprises existantes. L'autre était en train d'expliquer sur la possibilité, par exemple, pour un jeune qui a des difficultés à créer une entreprise parce qu'il ne peut pas avoir un local, de leur permettre d'avoir à ces centres un centre d'adressage. Donc, ça veut dire que beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, surtout venant de Djiboutiens, c'est ça qui nous intéresse. Et surtout de comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire dans le confort, dans nos bureaux, ce n'est pas ça. La réalité, c'est ces jeunes, ces Djiboutiens qui ont beaucoup plus d'idées que nous, s'asseoir avec eux, prendre leurs idées et de les traduire ça en politique publique pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos populations. Toujours en nouvelle nationale, hier dans l'après-midi, après sa rencontre avec le chef de l'État, l'émissaire du Ghana, également ministre du Commerce et de l'Industrie, Alan John, a visité la zone franche internationale située au PK23. Et le ministre ghanéen a été accueilli à son arrivée par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La zone franche internationale, véritable fleuron de l'économie djiboutienne, consolide la position de Djibouti dans cette partie du monde. Cette zone franche, la plus grande de l'Afrique, est une véritable force motrice de tous les grands projets d'infrastructure du pays. Le ministre ghanéen a eu une visite guidée sur le devenir en cours de la zone franche. Notons au passage que la zone franche internationale sera le levier majeur du développement et de la croissance du pays à l'ouverture de la zone de libre-échange continentale africaine que la République de Djibouti a déjà signé et ratifié les instruments juridiques et remis au président de la Commission de l'Union africaine lors du 32e sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Addis Abeba en février dernier. Sa visite, l'émissaire ghanéen, ministre du Commerce et de l'Industrie du Ghana, a pu donc visiter les différents locaux et les différents services donc, que propose cette nouvelle zone franche internationale de Djibouti en compagnie donc, des responsables des autorités des ports, dont le président Aboubakar Omar Hadi et autres cadres des activités donc, portuaires de la République de Djibouti. Le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Soubane Saïd, accompagné de son directeur des études, a procédé donc aujourd'hui à Tokyo à la signature du contrat relatif au projet d'amélioration de la route nationale 1. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Araita Ali. Ce projet d'un montant de 3 milliards 450 millions de yens et qui vaut donc à 5 milliards 460
améliorer l'efficacité et la capacité du système de transport et de soutenir également le développement économique et social de Djibouti. Les travaux de construction de 20 km de route démarrant donc au mois de mai prochain ont été confiés à deux sociétés japonaises qui se sont réunies sous un même consortium appelé Dai Nippon Construction et Toda Corporation. L'armée nationale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a lancé hier une grande campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République et patriotique au profit des élèves de l'enseignement primaire de la région d'Obok. Cette campagne a été lancée dans l'enceinte de la caserne du régiment d'Obok, le régiment interarmé, le RIAO, en présence du chef d'état-major général des forces armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée, le général a été accueilli par le préfet de la région ainsi que par le colonel Aden Doualé. Au menu, donc, revue de troupes et d'honneur et tapis rouge. L'objectif donc de cette sensibilisation est d'approfondir les connaissances et de cultiver le patriotisme de manière précoce chez les écoliers. Cette campagne inédite donc s'étalera sur l'ensemble des 5 régions et a vu la participation de hauts cadres civils et militaires de la région d'Obok. Il faut noter que le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le colonel Wahib Moussa Khalilé, le colonel Aden Doualé, le préfet de la région et le président du conseil régional, le député Kamel Hamed et les responsables de l'éducation nationale ainsi que plus de 150 jeunes écoliers de la région ont pris part donc à cette cérémonie. Et dans son mot de bienvenue, le colonel Aden Doualé a souhaité donc la bienvenue au chef d'état-major des forces armées ainsi qu'aux autorités locales dans la caserne interarmée de la région d'Obok. On l'écoute. Aujourd'hui, le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir au sein de ces quartiers
pour le lancement des journées de sensibilisation sur les valeurs de la République qui vont débuter aujourd'hui, ici à Obok et qui vont continuer dans les chefs-lieux des différentes régions de l'intérieur. La transmission des valeurs de la République ne peut être assurée sans l'école. C'est pourquoi, chers élèves, chères enseignantes et enseignants, ainsi que directeurs de l'éducation nationale, vous êtes là aujourd'hui. Par ailleurs, sans les partenaires de l'école comme l'armée djiboutienne qui constitue un pilier pour la préservation des valeurs de la République. Avec pour point d'orgue l'unité, Inkitino, Menimo, Al-Wahda, unité. Ces valeurs de la République ont également pour socle la Constitution de la République et les lois édictées depuis 1977, date de l'indépendance de la République de Djibouti. Également, durant cette cérémonie, la capitaine donc Amina Ahmed a eu l'occasion de questionner les élèves de des écoles d'Obok sur les valeurs de la République, sur le civisme et la citoyenneté. Et de leur côté, les élèves ont répondu donc avec assiduité aux différentes questions. À l'issue de la cérémonie, donc, les lauréats qui ont répondu avec brio ont tous été récompensés et une cinquantaine d'écoliers d'Obok ont par la suite pu visiter les différents centres et locaux que compose donc le camp du régiment interarmé d'Obok. Les écoliers ont posé également des questions. Certains ont même pris place à l'intérieur de chars pour apprécier l'envergure et l'utilisation des appareils militaires. Tous ces jeunes écoliers donc semblaient apprécier leur immersion au sein de la caserne militaire. Negi ba morbina natake nide nanga buti marai idrone kangale aku sitaliyo usa sitaliyo aisa sinnido wagri bubunani apane amine nalapal amine marim marau negi ba morbina. Et dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benouita, a reçu hier une mission de chirurgiens et médecins spécialistes turcs de l'hôpital Acıbadem qui ont été introduits par le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed. Les discussions ont essentiellement porté sur les voies et moyens de renforcer davantage cette collaboration technique qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération sanitaire entre l'hôpital Pelletier et l'hôpital Acıbadem. Et par la suite, les médecins turcs ont rencontré leurs confrères djiboutiens à l'hôpital Pelletier en vue de finaliser leur programme conjoint de consultation gratuite qui cible les spécialités telles que la chirurgie pédiatrique ou encore la néphrologie, notamment pour la pose de fistules. Le directeur général de l'hôpital Pelletier a rappelé dans son intervention les objectifs de cette mission turque qui va prodiguer des consultations gratuites à l'hôpital Pelletier. Le directeur a lancé un appel à la population djiboutienne pour profiter massivement de ces expertises turques. يكو محاها إذا نلشغل دونا إن إلى شرع الشهداء تضبط نلشغل دونا سميع. Et par décret présidentiel donc du chef de l'État et chef du gouvernement a été créée donc une commission nationale de conciliation fiscale ayant pour objectif la résolution à l'amiable des différends qui persistent et opposent donc les administrations fiscales, douanières, domaniales et cadastrales aux contribuables et usagers. Cette dite commission est présidée par le médiateur de la République. Le président de la commission a conduit donc dans ce sens une délégation à Arta composée de quelques
quelques-uns de ses membres dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation relative au rôle et aux missions de la Commission nationale de conciliation fiscale. Cette réunion s'est tenue dans les locaux de la préfecture de la région d'Arta. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration à travers son secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a entamé un vaste programme visant à améliorer les prestations de l'administration en vue donc de l'adapter à la politique socio-économique en vigueur dans notre pays. Ce programme ambitieux dispensé donc par l'expert canadien au profit de personnel du SECRA nécessite une généralisation de celui-ci en vue de l'implanter dans l'ensemble de l'administration de notre pays. L'objectif de cette tournée réside effectivement dans l'enracinement de ce programme, mais également de faire émerger une atmosphère favorable et aux bonnes collaborations entre l'administration décentralisée et déconcentrée. Cette formation contribuera automatiquement au bon fonctionnement de l'administration, mais également renforcera les capacités des personnels, ce qui consistera une gage de réussite de notre administration. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le comité de gestion communautaire des quartiers 1 et 2 a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit des enfants. Cette cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Elle a été initiée pour faire valoir aux jeunes leurs droits comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore lutter contre les drogues. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui nous a rappelé que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer les droits des enfants. Il faut veiller. Il faut faire valoir là où vous êtes les droits de l'enfant et pour cela, on a besoin de l'implication de vous et de nous tous. Merci. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale au Sri Lanka, notamment. Selon un nouveau bilan, les attentats d'hier ont fait 290 morts et 500 blessés. Les autorités indiquent par ailleurs avoir désamorcé hier soir une bombe artisanale retrouvée à proximité de l'aéroport de Colombo et arrêté 13 suspects. Un couvre-feu a été décrété et les réseaux sociaux sont temporairement bloqués. Le Premier ministre du Sri Lanka a indiqué, je cite, « D'abord et avant tout, nous devons veiller à ce que le terrorisme ne relève pas la tête au Sri Lanka. Nous ne pouvons le permettre et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir et anéantir le terrorisme dans ce pays. » Au moins 35 étrangers, dont des Américains, des Britanniques et des Chinois, figurent parmi les victimes. Ce sont des attaques terroristes les plus meurtrières qu'ait connu le pays depuis la fin de la guerre civile en 2009. Mise en examen pour Carlos Ghosn, un mois à peine après être sorti de prison, alors qu'il arrivait au bout de sa garde à vue au Japon pour détournement de fonds de Nissan. Carlos Ghosn, l'ancien PDG du groupe Renault-Nissan, a été de nouveau inculpé pour abus de confiance aggravé. De l'avis des experts, il s'agit des éléments les plus graves qui lui sont reprochés à ce jour, 5 mois après avoir sa première interpellation qui a scellé sa chute le 19 novembre dernier à Tokyo. Le tribunal de Tokyo a confirmé cette 4e mise en examen. Les avocats de l'homme d'affaires ont aussitôt déposé une demande de remise en liberté. Le feuilleton judiciaire se poursuit donc au Japon pour l'homme d'affaires de 65 ans. Depuis sa réarrestation le 4 avril à son domicile de Tokyo, un mois à peine après avoir quitté la prison sous caution, Carlos Ghosn était interrogé sur des transferts d'argent émanant de Nissan à un distributeur de véhicules de Nissan à Oman, selon le bureau des procureurs. Sur un total de 15 millions de dollars versés à cet intermédiaire entre fin 2015 et mi-2018, 5 millions ont été utilisés à des fins d'enrichissement personnel. Et enfin, donc, quand la fiction devient réalité, en Ukraine, le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky a terrassé hier le président sortant Petro Poroshenko au second tour de la présidentielle. D'après les sondages de sortie des urnes, il l'emporte avec 73% des voix. Nous l'avons fait tous ensemble et je promets de ne jamais vous abandonner, a clamé le nouveau président de l'Ukraine devant ses partisans. Alors, qui est le nouveau président? Eh bien, un acteur qui a incarné le président ukrainien dans une série télé très populaire, a surfé sur une vague de mécontentement et profité de
hostilité vis-à-vis de l'établissement du gouvernement sortant de Petro Poroshenko. Pour ce dernier, la défaite est amère et s'il a aussitôt concédé sa défaite, il l'assure, il ne quittera pas l'arène politique. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.